c'est avant tout un amoureux de la nature. Toujours très inspiré, quand il sait ce qu'il veut, il fonce. C'est un vidéaste, un photographe, mais avant tout un artiste dans l'âme. Il trouve son inspiration quotidienne dans ses observations attentives du monde qui l'entoure. Son amour pour le drone lui a permis de capturer des perspectives uniques et de partager la beauté du monde d'une manière nouvelle. Il valorise avant tout le partage et aime aider les autres à progresser, apprendre et s'inspirer. Toujours en quête de perfection, il se remet constamment en question, cherchant sans cesse à améliorer et à diversifier son art. Il combine amour de la nature et esprit d'innovation pour offrir une nouvelle manière de voir le monde, à travers ses créations. Hello Julien. Hello Marion. Merci d'être là. Avec plaisir, c'est cool, depuis le moment qu'on en parle. Exactement, je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Bientôt les vacances, je me réjouis. Ça a été un début d'année assez violent, beaucoup de travail. Juin, juillet, pareil, juillet, je voulais pas trop bosser, puis finalement tout s'est pas passé comme prévu, mais j'ai pas arrêté de bosser à fond. Mais ça va très bien, vivement les vacances. Super. Alors, tu es ici pour nous parler un peu de toi, de tes expériences, de ta carrière de vidéaste. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu sur toi ? Est-ce que tu peux t'introduire ? Quel est ton parcours ? Ouais, alors, je vais prendre un peu les choses depuis le début. Du coup, je m'appelle Julien Arnold, je suis photographe et vidéaste depuis très peu de temps finalement, depuis à peu près 2 ans et demi. Avant, j'ai habité pendant très longtemps en Suisse, où j'ai fait mes écoles, mon apprentissage, et j'avais notamment une passion qui était du coup le snowboard. Et donc j'ai énormément ridé à un niveau plutôt sympa. Et il y a eu un moment où j'ai eu un accident et je me suis éclaté les cervicales, donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en titane. Donc j'ai été contraint d'arrêter le snowboard. Et c'est plus ou moins au même moment où j'ai rencontré ma femme qui elle était française. Et du coup j'ai décidé de venir habiter sur Paris. Donc arrivé en France, la seule chose que je savais faire à l'époque, c'était de la peinture en carrosserie. Donc, absolument rien à voir, j'ai eu un peu 12 vies. Et quand j'ai vu la façon de travailler qu'ils avaient en Suisse et en France, qui était quand même 2 mondes, j'ai décidé de me rediriger quand je suis arrivé en France et je me suis lancé dans le commerce. Donc j'ai commencé par être commercial dans 1 ou 2 petites sociétés, des petits trucs, mais c'est pas là où je pouvais vraiment apprendre à faire du commerce. Donc j'ai décidé d'aller voir un peu plus loin, puis de me dire ok, je vais tenter les plus grosses entreprises. Et du coup, j'ai commencé par travailler dans une boîte qui s'appelle Wurt, qui est hyper connue, tant pour les produits qu'ils font, mais aussi pour être une école de vente pour les commerciaux qui est top. Enfin, quand tu sors de chez Wurt, tout le monde sait que les commerciaux, ils sont assimilés un peu comme des requins, ce qui n'est pas forcément la bonne image, et c'était pas la façon que j'avais moi de travailler. Et ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une autre société qui s'appelle Le Galet. Pareil, de la quincaillerie. Toujours des rapports avec des professionnels. Donc j'ai toujours appris à parler commerce, business qu'avec des pros. Et récemment, j'ai déménagé du coup à Fontainebleau. Avant, j'étais sur Paris. Et quand j'ai déménagé sur Fontainebleau, ma dernière société voulait pas que j'habite Fontainebleau et que je travaille sur Paris. Donc l'idée a été d'arrêter de travailler ensemble. Donc je suis arrivé à Fontainebleau, on a acheté notre maison. Et après avoir rénové la maison, est venue la question, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et du coup, je faisais un peu à côté de la vidéo, uniquement de la vidéo, pas de photos. C'était vraiment purement pour le plaisir. Donc c'était un peu différent des vidéos que tu peux faire habituellement quand t'es pas passionné. Là, je l'étais un petit peu. Et du coup, ma femme m'a dit, écoute, ton truc c'est la vidéo, tu peux te lancer. Pendant 3 mois, je te donne 3 mois en gros, elle m'a posé le truc, je te donne 3 mois, t'as 3 mois pour te lancer. Moi pendant ce temps-là, je paye les charges, je paye la maison, je paye les cours, je fais tout. C'est sympa. Prends 3 mois pour te lancer. Donc j'ai déjà fait des tests. Donc il fallait que je voie si c'était viable, si je pouvais en vivre, si vraiment c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai commencé d'abord à faire quelques vidéos avec mon téléphone. La première vidéo que j'avais fait, c'était une vidéo dans ma cave avec une bouteille de Jack Daniel. Et du coup, le rendu était plutôt sympa et c'est, on va dire, le premier
le premier petit projet pro perso que je m'étais fait et j'ai vu que voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai été un peu plus loin dans la démarche en essayant de faire encore d'autres choses, des petits projets perso pour voir si ça plaisait, s'il y avait des retours là-dessus. Donc à l'époque, je crois pas, je venais peut-être juste d'ouvrir un Insta et je m'en servais peut-être pas trop, ou voilà, mais en tout cas, il y avait des premiers retours qui étaient intéressants, donc je me suis dit, il y a un truc à faire, donc je me lance. Donc la démarche a été déjà d'avoir un peu un cadre, parce que entre parler vidéo perso pour les vacances et parler vidéo pro pour le boulot, il y a quand même un monde et du coup il faut avoir des codes, il faut avoir des techniques, il faut avoir du matériel et du coup je partais de zéro, donc j'ai dû m'éduquer sur la vidéo et je suis passé comme beaucoup de monde je pense par YouTube qui est à mon sens une des meilleures écoles quand tu veux apprendre quelque chose. Donc j'ai commencé d'abord à apprendre les codes de la vidéo, ce qu'était un triangle d'exposition, comment cadrer, quelle était la différence entre la 4K, le 1080, les framerate, tout ça c'était du chinois, donc j'ai tout appris sur YouTube. Plus j'étais intéressé et je me suis dit ok, donc vraiment il y a un intérêt, il faut que je continue. Et c'est toujours un peu dangereux parce que quand tu te lances dans un projet, tu as toujours ce truc où tu vas commencer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis il y a un moment où tu as un truc qui va venir interagir, qui est aussi intéressant, et tu vas te lancer dans autre chose, pardon. Et j'avais peur que la vidéo soit pareille. Donc vu que c'était intéressant, il a fallu que j'aille un peu plus loin, et comme tout bon français, on a des CPF, et j'ai décidé du coup d'utiliser mes CPF. On m'avait parlé de l'école de JC Pierry, donc j'ai pris la formation de JC Pierry. L'idée c'était d'avoir un cadre, d'avoir des exercices, au-delà de ça d'aussi avoir une vision. En fait tu peux avoir n'importe quelle école, ils vont tous avoir plus ou moins les mêmes programmes, ils vont plus ou moins tous apprendre la même chose, mais là où ça va se détacher, ça va être la façon dont la personne voit les choses et compose et fait ses images. Et la manière dont voyait les choses JC, c'est quelque chose qui me plaisait, qui me parlait. Donc j'ai décidé du coup de prendre sa formation. Donc sa formation m'a servi, on va dire, pour avoir les bases. Et après, en fait, je me suis envolé tout seul en faisant mes propres images, en composant. Et après, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de bon ou de mauvais vidéaste. Je pense que c'est vraiment chacun sa façon de voir les choses. C'est-à-dire du moment où tu as les codes et que tu as ta vision, c'est parti. J'aimerais savoir comment ça se passe un tournage pour toi. Ça se passe bien. Ça se passe toujours bien. De manière générale, les clients, quand ils m'appellent, ils savent déjà ce que je fais comme image. Donc j'ai toujours carte blanche. Ils vont toujours me dire, voilà, nous on aimerait ce genre de vidéo, on aimerait une vidéo institutionnelle, on aimerait une vidéo d'event. Donc en fait, tu vas avoir des cadres un peu différents. T'en as où tu vas avoir un peu de pré-prod, où il y aura beaucoup de relations clients en amont, pour du coup préparer la vidéo. Même là, ils me laissent toujours carte blanche. J'ai un peu mes codes de tournage, où j'aime beaucoup plan serré, plan moyen, le ralenti, j'adore le ralenti. Puis après, j'ai ma façon de composer avec la règle des tiers, où je mets rarement les choses au milieu, beaucoup de choses dans les points de force à gauche ou à droite. Mais voilà, c'est ma manière de travailler qui finalement fait que les clients aiment bien ces images-là. Je viens toujours tel que je suis. Je joue pas de rôle avec mes clients. C'est que mes clients, je suis Julien Arnold, je reste Julien Arnold. Je parle à mes clients presque comme je parle à mes potes et à ma famille. Parce que le code, pour moi, c'est vraiment l'humain et j'essaie vraiment de rester en pleine intégrité pour que les clients bossent avec moi et pas pour la personne que je jouerais pour plaire ou séduire, qui à mon sens n'a pas de sens. Ça se passe toujours très bien, je passe toujours des bons moments, j'essaie toujours d'apporter plus que ce qu'on me demande. Quand on me demande uniquement de la vidéo, je fais toujours de la photo. Quand on me demande de la photo, je fais pas trop de vidéos parce que c'est pas du coup le même travail. L'additionnel de la vidéo, finalement, de la photo, il est simple à faire, mais l'inverse, un peu court. Sur le moment, de montrer un peu des images pour aussi prendre la température et voir si, à première vue, ça correspond à ce à quoi ils s'attendaient. Ensuite, j'essaie d'avoir un maximum d'informations, de toujours savoir un peu en amont s'il y a des moments forts, s'il y a des moments spécifiques, de les noter, de demander à les personnes clés de me donner les go quand il va se passer quelque chose pour pas les louper. Et puis voilà, j'essaie toujours d'être hyper organisé, de shooter aussi les personnes importantes. Ça, c'est plus de la relation humaine. Quand je vais shooter des personnes importantes, c'est que je vais
par exemple, faire attention à la personne qui m'a commandé la vidéo. Lui montrer des photos ou des vidéos d'elle pour dire ok, c'est cool. Les gens, ils sont hyper valorisés, écoutés quand tu les shootes. Je vais aussi faire attention à shooter les personnes de la comptabilité. C'est un truc très bête, mais en fait, quand une personne de la compta, tu vas aller la voir et lui montrer une image, ça va te permettre de créer une relation avec cette personne. Donc, quand tu vas devoir parler de devis, de factures, de paiement, en fait, la personne, elle te connaît déjà. Elle est contente de ce que tu as fait d'elle et ça va faciliter énormément de choses derrière. Donc il y a plein de petites choses comme ça sur le tournage que j'essaie de faire pour du coup créer de la relation avec les clients et les postes qui sont importants pour moi dans le travail que je fournis pour que finalement par la suite tout se déroule. Et c'est ce qui fait aussi que du coup on travaille très souvent ensemble parce que dans ma vision je travaille pas une fois qu'un client, c'est que c'est du long terme, c'est qu'on bosse sur plein de sujets et l'idée c'est que eux, quand j'arrive chez un client, que je tourne chez un client, il faut impérativement ce client m'amène un autre client. Merci beaucoup, c'est des super conseils peut-être pour des vidéastes débutants qui sont en train de nous écouter ou non. Je voulais savoir, est-ce que tu as un assistant ou alors tu fais tout seul sur un tournage? Alors, j'ai pris l'année passée des stagiaires pour tester, voir un petit peu. Donc j'ai plus perdu de temps qu'autre chose. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que j'ai de la peine à déléguer et qu'ils restaient assez novices. Donc là, sur le début d'année, on va dire jusqu'à mars, je bossais plutôt tout seul. Et là, j'ai redécidé de voir le format où finalement, on fait beaucoup de rencontres. Et je prends maintenant d'autres photographes, d'autres vidéastes qui ont plus ou moins la vision similaire de ce que moi j'ai. Pour du coup les prendre avec moi sur des tournages, sur des shootings. Donc je bosse beaucoup avec Edouard, que j'avais rencontré au salon de la photo avec Olivier Schmitt. Et du coup, on s'était rencontrés au salon. On est devenus super potes. On bosse régulièrement ensemble. Donc, c'est lui qui m'a fait bosser avec Mathieu Forget parce qu'il a eu un pépin à un moment. Il n'a pas pu aller sur un shooting pour Mathieu. Donc, finalement, j'y suis allé à sa place et du coup, j'ai noué une relation avec Mathieu. Et puis, moi, je le prends sur des shootings. Récemment, j'étais au Portugal pour un client. Donc, j'avais en charge la photo, la vidéo. Donc, sur une semaine, je ne pouvais pas et faire la photo et faire la vidéo. Donc, pour lui rendre l'appareil, je l'ai pris avec moi. Puis après, on a nos projets communs qu'on a montés ensemble. Notamment les workshops où du coup, on prend quelques personnes, quelques stagiaires qu'on emmène dans des endroits un peu sympas pour leur apprendre la photo. Enfin, on leur apprend pas la photo, c'est plutôt du partage de vision. J'essaie plutôt aujourd'hui de m'entourer d'autres photographes, d'autres vidéastes qui sont déjà établis, qui savent déjà travailler, en leur disant voilà, moi je te confie cette partie du travail là, tu vois déjà ce que je fais, je sais déjà ce que tu fais comme tu veux, puis après moi derrière je prends ce qu'il y a à apprendre et voilà. C'est un peu ce que tu m'expliquais aussi avant, tu me racontais hors caméra que tu avais une vision différente des autres vidéastes que celle de maintenant. Avant, tu les voyais plus comme des concurrents et maintenant tu les vois plus comme des confrères. Ouais. Qu'est-ce qui a favorisé ce switch En fait, quand je suis arrivé à Fontainebleau et que je me suis lancé dans la photo, la vidéo, j'ai vu qu'il y avait déjà d'autres personnes qui étaient en place. Et en fait, dans ma tête, le truc c'était j'ai des concurrents. Et en fait, quand tu vois concurrent, c'est un mot qui est assez fort, qui est assez brut. Et d'emblée, tu vas dans le mur si tu vois les autres comme des concurrents. C'est assimilé pour moi au mot ennemi. Ouais, c'est assez négatif, quoi. Ouais, c'est hyper négatif. Du coup, j'ai fait un peu de développement personnel et j'ai reformaté mon cerveau en se disant confrère. Et confrère, c'est plutôt assimilé à des collègues. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « tout seul on va vite, ensemble on va loin ». Et en fait, ça a fait toute la différence parce qu'à Fontainebleau, avant, il y avait pas de collectif de photos et de vidéos. Et en fait, j'ai décidé de créer un format d'apéro où il n'y a rien de formel, c'est juste j'ai contacté les photographes, les vidéastes, les créateurs, les graphistes, les motion designers, tout ce qui tourne autour de l'image dans le pays de Fontainebleau, à ce qu'on se retrouve une fois par mois quand c'est possible pour juste se retrouver, boire un verre, discuter. Et en fait, il s'est avéré que c'était hyper positif de voir les choses de cette manière-là, avec le mot confrère, en créant ce collectif, parce que finalement, ça a créé une synergie où tout le monde se connaît maintenant, on travaille ensemble, on se recommande. C'est arrivé que je dois aller shooter par exemple à la Baule, j'ai pris une fille du groupe. Il y a une personne
Quand j'ai démarché la ville de Fontainebleau pour une vidéo, j'ai été mis en concurrence avec un autre vidéaste, mais qui a un peu la même mentalité que moi, où il s'est dit, bah, carrément, moi, ça me pose pas de problème si c'est toi qui fais la vidéo, fais-la et tout, qui a vu les choses de la bonne manière. Puis finalement, derrière, on s'est dit, bah, tiens, ce serait cool qu'on fasse aussi des trucs ensemble. Donc, on est en train de monter des projets ensemble. Donc, voilà, le fait de plutôt se voir comme confrères, d'aller vers les autres, de discuter ensemble, de s'entraider, ça a beaucoup de sens parce que ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à chacun, où on travaille ensemble, on s'entraide, on se file du boulot, on se recommande. Et après, bah, il y en a quelques-uns qui, eux, bah, rentrent pas du tout dans ce format et qui sont un peu jaloux et qui, eux, sont restés bloqués sur concurrents. Bah, c'est ceux qui, quand tu les vois ou que tu les croises, se plaignent, qui disent qu'ils n'ont pas de boulot et qui sont tout seuls. Et j'avais le cas aussi avec la mairie où il y en a qui s'étaient plaints de ne pas avoir été sollicités. Et puis finalement, c'est pour un client, quand tu as quelqu'un qui se plaint, c'est aussi des mauvais codes et des mauvais indicateurs. Donc voilà, après, ils sont toujours les bienvenus à nous rejoindre. On va pas leur... mais voilà, je pense que c'est important pour eux de voir les choses différemment, de se dire que on peut travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute manière, c'est un peu, vu qu'on est des indépendants, faut se trouver un peu nos propres collègues. Pourquoi on les verrait tous comme des concurrents? Travaillons ensemble. C'est des métiers qui sont assez indépendants et où on est très vite tout seul. Et en fait, de s'entourer, c'est hyper important. Et je le vois d'autant plus maintenant où, vu que j'ai quand même pas mal de boulot, je peux pas tout faire. Il y a pas mal de choses que je confie et ça m'apporte beaucoup de valeur dans la qualité de ce que je peux rendre à mes clients. Parce qu'avant, quand je travaillais vraiment tout seul, j'avais beaucoup de travail que je devais rendre rapidement et il y avait un côté qualité qui était un peu négligé parce que j'avais des rendus et j'étais tout seul. Maintenant, quand je dois faire un shooting photo et vidéo, je donne la partie photo, il gère de A à Z, je fais quand même un check derrière pour vérifier que le client, je le connais, donc vérifier que ça lui va. Mais au moins, j'arrive à détacher mon esprit d'une grosse partie du travail et ça aide beaucoup du coup de s'entourer. Et comment tu trouves tes clients? Enfin, maintenant, je sais que le business marche bien, mais avant? Ça, on pourrait en parler pendant... on pourrait faire, je sais pas, une série, une saison là-dessus. Tellement de choses. J'ai commencé par prospecter. En vrai, en 2 ans et demi, je crois que j'ai prospecté, je pense, 2 ou 3 jours maximum. Ok. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un travail sur le long terme. C'est que chaque client, quelques astuces, chaque client doit m'emmener à un client. C'est, me dire, ok, aujourd'hui, qui va pouvoir être un prospect plus tard pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc chaque client amène un client. Ensuite, il y a le truc du réseau. Le réseau, c'est genre le nerf de la guerre, l'ADN, la structure. C'est qu'on a tous de la famille, on a tous des amis, on a tous des connaissances et toutes ces personnes interagissent avec un service com, avec une société. Dans le monde aujourd'hui, en 2024, les réseaux, les vidéos, il y en a plus que jamais eu besoin. Donc peu importe qui a besoin de vidéos, et on a tous ces personnes qui ont des contacts, qui ont des besoins. Donc il ne faut pas hésiter du coup à parler à tout le monde de ce qu'on fait, pour que ces personnes soient un peu en quelque sorte vos apporteurs d'affaires, et que du coup elles parlent de vous de manière à ce que vous puissiez trouver du travail. Et après, le réseau, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Il ne faut pas au quotidien avoir le but de se dire aujourd'hui je trouve des clients. C'est tous les jours, il faut parler de ce que vous faites. Moi, j'en parle quand je vais au restaurant, quand je voyage, quand je vais à l'école. J'ai trouvé des clients dans l'école de ma fille, dans les associations, dire ce qu'on fait. Peu importe où vous êtes, il faut dire ce qu'on fait pour que les gens puissent voir et qu'eux puissent parler de vous. C'est très bien connu. On prend le cas des agents immobiliers. Je connais un agent immobilier. Si tu vends ta maison, je peux parler de toi. Finalement, la photo et les vidéos, c'est exactement la même chose. Il faut parler un maximum. Après, j'ai aussi, on parlait des apporteurs d'affaires, donc c'est quelque chose que je communique très très peu. Mais en gros, chaque personne qui m'apporte un client, je lui donne un pourcentage. Donc il y a quelques personnes qui savent que je fais ça. Peut-être plus maintenant du coup. Donc, Mais il y a quelques personnes qui le savent et qui parfois du coup m'envoient des trucs, et quand si je signe avec le client, donc je leur envoie le devis, tout est transparent,
Si le devis est signé, elles savent qu'elles ont entre 5 et 10% en fonction de la fourchette. Et j'ai quand même mes cibles. Et j'ai des cibles qui sont des grosses cibles que je mets du temps à démarcher, que je démarche jamais en direct. Mais j'ai des cibles où voilà, je vais voir plutôt les satellites un peu qui sont autour pour que ma cible principale ne soit pas celle, que ce soit pas moi qui aille la voir, mais que ce soit plutôt ces personnes qui sont autour d'elle qui lui parlent de moi et que ce soit elles qui viennent naturellement vers moi pour que du coup la relation soit vachement plus simple à établir ensuite. C'est super intelligent. Après, super malin. Et après, travailler gratuitement. Travailler gratuitement, c'est hyper important. Ah, ça. C'est, tu vois, donc j'ai mes clients maintenant qui sont un peu à Paris, en Europe et quelques-uns dans le monde. Et j'ai mes clients à Fontainebleau. Et Fontainebleau, généralement, je connais tout le monde me connaît. Et les petits commerçants, ça arrive que, voilà, il n'y a pas d'argent. On fait un deal. Je dis, voilà, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps avec une boutique de fringues. Et ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce que vaut ton travail? Je dis, franchement, si je devais te faire payer aujourd'hui, ce serait abusé. Je préfère qu'on fasse un deal où je te dis, pour ça, on se donne une enveloppe de, je sais pas, 500 € ou demain, si j'ai besoin de fringues, on sait qu'il y a un truc. D'autres clients sont venus qui étaient des amis à lui et, t'es photographe vidéaste, j'ai besoin d'un photographe. Et voilà, donc le travail gratuit a vraiment du sens. J'en fais régulièrement et ça m'apporte toujours du business derrière. C'est en quelque sorte un investissement de temps pour derrière pouvoir récupérer du business. Oui, de toute façon, ça donne toujours plus d'expérience, ça te donne de la visibilité, c'est toujours très intéressant. Toujours hyper bénéfique. Bon, parlons quand même du sujet qui fâche quand tu travailles pas gratuitement. Comment tu fixes tes prix? J'ai les prix, mes prix sont les mêmes pour tout le monde. J'ai des prix à la journée, en photo, en vidéo, en montage, en post-traitement et après de l'immobilisation pour le matériel. Et en gros, ces prix sont les mêmes pour tout le monde. Donc que je travaille avec Dior ou avec le boulanger du coin, le prix sera exactement le même. Et après, il y a juste les temps de tournage qui seront différents en fonction des projets. Où voilà, un client va me dire je dois faire ça, j'estime qu'il faut 2 ou 3 jours de tournage, donc ce sera 3 jours de tournage, 3 jours d'immobilisation de matériel, et après pour le montage, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce sera toujours les mêmes prix. Et en fait, ça a un bon impact, parce que finalement, toi, tu t'y perds jamais dans tes prix, et le client, il va toujours les comparer par rapport à ce que tu lui avais fait sur un précédent devis. Et lui, ça va être un bon indicateur pour lui aussi, parce qu'il verra que tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises tes prix, et que les prix sont toujours similaires et les mêmes que ce que tu as pu faire auparavant. D'année en année, je les augmente. Donc j'avais commencé, je crois, j'avais commencé pas cher. Quand j'ai fait mes premières vidéos, et ça c'est un truc marquant, j'avais commencé pas cher, et en fait, mes premières vidéos, j'avais fait des vidéos d'1 minute, 1 minute 30 à 250, 500 balles, donc des trucs vraiment pas chers, mais c'était vraiment mes premiers trucs. Et en fait, j'ai une super copine, c'est elle qui m'avait fait rentrer chez Superga et chez Sebago, qui m'avait dit, écoute, les prix c'est pas possible, juste note que si tu te vends comme du H&M, tu auras toujours du H&M. Et si tu te vends comme du Hermès, tu auras toujours du Hermès. À partir du moment où elle m'a dit ça, c'était un déclencheur. Je suis rentré chez moi, j'ai positionné mon offre, j'ai créé mes prix. J'ai créé mon format de devis et en fait tout a découlé de ça. Donc je crois qu'au début j'avais commencé à, je crois que la journée de tournage elle était à 590. Donc ça c'était en 2022. En 2023 j'étais passé à 690 où je vais beaucoup monter là en septembre parce que j'ai beaucoup de demandes et j'ai du mal à dire non aux clients, donc je vais créer un filtre prix où là je vais passer ma journée à 890 pour me dire voilà, si demain on bosse ensemble, c'est que vous avez les moyens et que vous ne pouvez pas travailler, qu'ils n'ont pas les moyens de mettre. Je peux pas non plus baisser mes prix, j'engage du temps, j'engage un savoir-faire, j'engage des images qui sont plutôt sympas et je pense que ça a un prix et que si on veut des belles images, il faut mettre le prix pour avoir ces images-là. Moins fun, mais pas moins obligatoire. Comment tu fais ta compta, justement, en tant qu'indépendant? Est-ce que tu fais tout seul ou... Ouais, je fais tout seul. J'ai une auto-entreprise. Alors, j'avais essayé, en 2023, j'ai essayé de passer en SAS. Ça a été une catastrophe, parce que du coup, t'as énormément de frais. Donc, j'avais un comptable, j'avais un expert comptable. Le moindre truc que tu fais, que tu lui demandes, ça coûte quelque chose. Toutes ces histoires de TVA, toutes ces histoires
il faut garder l'étiquette caisse, ceci, cela. C'est une usine à gaz. Donc en 2024, je suis repassé au régime auto-entrepreneur, micro-entreprise. Où la première année où j'avais fait de la micro-entreprise, c'était en 2022. Il y avait des paliers qui étaient assez bas, autour des 70 000 euros. Enfin, assez bas. C'est quand même gros quand même. Et du coup, pour les chiffres que je faisais, il fallait plus, donc j'avais décidé de passer en SAS. SAS, c'était une catastrophe. J'ai revu le format pour 2024 où je suis passé en auto-entreprise. Les barèmes ont augmenté, donc c'était beaucoup plus confortable pour moi. Et en gros, après, l'auto-entreprise, c'est simple. Enfin, t'as qu'une déclaration en gros à faire. Et si tu dépasses, je crois que c'est 90 000 euros là en ce moment. Si tu dépasses les 90 000 euros, il me semble que là, tu dois déclarer plus de choses, de TVA, de ceci, de cela. Donc en gros, là, aujourd'hui, je suis en auto-entreprise. Tout le mois, je déclare le chiffre que j'ai fait. Ils viennent se servir sur mon compte et tout le monde est content. Et puis voilà. Donc là, c'est pas un gros sujet. C'est plus ou moins le même pour tout le monde. J'aimerais maintenant parler un peu de ta méthode de post-production, de montage. Déjà, t'es sur quel logiciel? Alors, je travaille sur DaVinci. J'ai commencé par Final Cut pendant, je pense, une bonne année. Et quand DaVinci est sorti, j'ai commencé un peu à m'y intéresser. On m'en parlait beaucoup. Donc, j'arrivais vite au bout de ce qu'on pouvait faire avec Final Cut, même si à l'heure où on parle, ils ont vu qu'ils étaient en train de se faire tous cramer par DaVinci, donc ils ont mis un peu le pied à l'étrier et ils ont redéveloppé un peu Final Cut pour que qu'il reste un peu en place par rapport aux autres. Et DaVinci, tout le monde connaît, c'est un logiciel de dingue. C'est génial. Vous montez avec quoi, vous? DaVinci. Avec DaVinci. Et les possibilités que ça offre, c'est juste... tu comprends pourquoi tout le monde l'utilise. Bien sûr. Puis tu as juste 3 ou 4 logiciels dans un seul, et c'est bien. Et après, du coup, pour la méthode, déjà, il y a une grosse partie des rushages. Donc en général, je me retrouve toujours avec des quantités et des quantités de rush affolante. Ça me parle. Donc le dérushage, moi je le fais pas dans DaVinci, je vais l'organiser dans les dossiers. Ou par exemple, si je prends le cas du Panama, je vais organiser tous mes fichiers par thème. Donc je vais avoir un thème humain, où il va y avoir que les humains. Il va y avoir un dossier interview, il y aura que les interviews. Il y aura un dossier drone. Et dans drone, il y aura tous les plans bas, tous les plans hauts. Il y aura les dossiers animaux, il y aura les dossiers paysages, les dossiers plans serrés, plans moyens, plans larges, en fonction à chaque fois de chaque thème. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais aller dans chaque dossier et je vais du coup pointer tous les rushs qui eux vont m'intéresser. Donc sur Apple, tu mets une pastille et en fait il y aura des degrés de pastille, bleu, vert, rouge. Donc bleu, c'est sympa. On peut peut-être faire un truc avec ça. Vert, plan est stylé. Et rouge, c'est banger. Celui-là, il va y passer, c'est clair. Et donc après, du coup, quand je transverse tout dans DaVinci, je refais les mêmes dossiers. Et après, quand je monte, en général, je monte beaucoup de choses improvisées. Les vidéos que je fais de séminaires, de voyages, d'events, il n'y a jamais vraiment de storytelling. J'essaie toujours d'envoyer du pâté avec des grosses images. Donc je vois un peu... Voilà, je prends un peu la température. En général, je monte une trentaine de secondes et j'essaie de le montrer à quelques personnes pour déjà avoir un retour. Et si je vois que le retour est similaire pour tout le monde, et je continue dans cette direction. Et si je vois que chacun donne un peu son avis, je vais écouter les avis de tout le monde pour me dire ok, je vais réajuster. Donc je reste quand même hyper à l'écoute. Les 2 premières personnes à qui je montre, c'est à ma femme et à ma fille. Donc ma fille elle a que 8 ans, mais elle est hyper intéressée de ce que je fais. Donc tous les jours quand je shoot un truc, c'est avec elle déjà que je partage. Hier j'étais du coup à la flamme avec Mathieu et elle a travaillé à l'école sur la flamme olympique, donc je lui ai montré une photo que j'ai faite. Et du coup, elle était hyper fière et hyper contente. Je lui ai montré qu'on avait shooté du coup avec Mathieu, avec Patrick Pourel. Il y avait Kimpembe qui était là. Je lui ai dit, voilà, ça c'est un joueur du PSG. Mais il est où Mbappé? Je lui ai dit, il n'était pas là, il n'est plus au PSG en fait. Donc voilà, donc je partage tout avec ma fille, avec ma femme. Et c'est vraiment mes premières fans. Et les avis les plus importants que je prends pour... le partage des images et quand il y a des modifications à faire. Ma femme n'est pas du tout du milieu de la vidéo, mais elle travaille dans la mode et elle a quand même une vision qui est très finalement client.
Donc elle arrive à me faire des retours comme si vraiment c'était un client. Donc c'est vraiment, son retour est toujours hyper intéressant. Et après, les quelques personnes qui j'envoie me font leur retour et je prends un peu tout ça. Mais les numéros 1, c'est ma fille et puis ma femme. Après, j'aime beaucoup ce que fait Julien Fabreau dans les prods qu'il fait pour ses clients, notamment pour Ponant. Les images sont sympas. Et après, je regarde beaucoup la télé. Vraiment, les trucs cinématiques. Et voir comment est-ce qu'ils composent, comment ils posent leur lumière, comment ils vont utiliser l'espace de l'image pour poser leur sujet. Et la télé m'inspire beaucoup. Donc on parle pas du journal de TF1, mais il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Il y a 2 séries, il y en a une qui est sympa, une qui est pas sympa du tout. On va parler par la pas sympa en premier. En fait, sur Netflix, il y a une série qui est sortie il y a pas très longtemps sur Fourniret. Donc c'est un peu glauque, mais en fait la prod qui a fait les images, les interviews, les plans de coupe et tout ça, c'est de l'art. Les couleurs, tout ça, enfin la façon dont ils ont filmé, j'en ai des frissons rien que d'y repenser, c'est genre ouf. Donc la composition que eux avaient était absolument dingue et du coup je me suis beaucoup inspiré de ça. Et ensuite il y a une autre série sur Netflix qui s'appelle L'Empire des singes, qui est du coup une série documentaire sur en gros 2 gangs de chimpanzés. Donc tu as une équipe qui est rentrée en immersion dans un clan de chimpanzés pour voir vraiment comment ils vivaient. Et en fait, ils ont réussi à rentrer dans le clan. Ils arrivent à tourner des images qui sont absolument dingues. Ils arrivent même à aller du coup chercher vraiment la hiérarchie de la communauté, aller chercher des images des chimpanzés qui se saluent, qui se respectent, et aller chercher du coup après la guerre qu'il y a entre un des chimpanzés d'un clan et la guerre qu'il y a d'un autre chimpanzé d'un autre clan, jusqu'à voir du coup vraiment la bataille finale. Et ça m'a vraiment inspiré, et les images qu'ils font sont absolument dingues. Et après voilà, moi je regarde énormément de documentaires, que ce soit sur des pays, sur de l'animalier, et c'est ce sur quoi j'essaie de me rapprocher le plus dans les images que je fais. Je pense que ça se ressent beaucoup, surtout sur tes images de drones que je vois passer. Ok. Ça m'a fait penser à une petite question que je voulais te poser. Enfin, je pense que j'ai un petit peu la réponse. Mais est-ce que tu arrives maintenant à avoir des films d'une manière complètement innocente, à juste te concentrer sur l'histoire? Mais c'est en fait, impossible. ma femme me mitraille à chaque fois, mais tout le temps. C'est genre, mais putain, mais pourquoi ils ont mis la lumière comme ça? Pourquoi pourquoi il a utilisé son objectif de cette manière? Pourquoi il a fait ça? Là, c'est en contre-jour, là, ça va pas. Pourquoi le sujet là au centre? Le sujet au centre, le mec regarde dans une direction. Bah non, normalement, tu prends le sujet, tu le poses sur un point à gauche ou à droite pour laisser respirer l'image. Je déjante, mais tout le temps, et j'arrive plus à regarder. Là, en ce moment, on regarde House of Dragon. Là, c'est caviar, pépite. Il y a pas de problème. Ils savent faire, donc c'est vraiment un plaisir à regarder. Tu dis rien, mais quand il y a des trucs qui sont mal faits, non, j'arrive pas à me taire. Et en fait, des fois, elle veut même plus regarder la télé avec moi parce que je suis toujours en train de critiquer et de parler de tout ce qui est mal fait, quoi. Ça m'arrive aussi souvent, même quand je regarde une série, je suis obligée de re-regarder l'épisode parce que je me suis pas du tout concentrée sur l'histoire, comment ils se fait, etc. Ouais. Mais c'est chiant. Ouais. Alors, c'est chiant, mais après ça fait aussi toi te dire bah voilà, je ferai pas ça. Ouais, carrément. Toi qui est un homme assez de terrain, j'imagine que tu préfères le tournage à la post-production, ou alors je me trompe? Non, j'aime bien les deux. En fait, t'as ce truc, je pense que tout le monde l'a, ce truc de t'es trop content d'aller sur un nouveau projet, d'aller tourner, et puis après t'es trop content d'aller dérocher et de regarder les images. Donc j'ai pas de préférence, j'aime les deux. Et en général, c'est un peu chiant parce que quand tu rentres d'un tournage, peu importe l'heure qu'il est, même qu'il soit 2, 3, 4 heures du mat, que je suis complètement lavé, j'ai toujours cette obligation de me dire putain, j'ai trop envie de voir les images. Bien et sûr. Puis finalement, tu repasses 1 heure dessus parce que tu prends vite 2-3 rushs que tu essaies d'assembler pour déjà voir un peu ce que ça pourrait rendre. C'est des images un peu cool, d'endroits cool. C'est tout de suite vite se monter un petit réel pour avoir un premier aperçu, puis toi-même déjà kiffer les images que tu as fait. Donc non, j'aime vraiment les deux. Et pareil pour la photo, la vidéo. Aujourd'hui, parfois, on me demande aussi tu préfères la photo ou la vidéo? Aujourd'hui, je pourrais pas faire de choix. Si je devais arrêter, je préférerais arrêter les deux que en arrêter qu'un.
Bah, heureusement que tu es indépendant, parce que comme ça, du coup, personne ne t'interdit l'un ou Exactement. l'autre. Je fais exactement tout ce que je veux. Est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune vidéaste qui nous écoute et ou alors qui veut se lancer? Par exemple, il faut compter combien en termes d'investissement, matériel, etc. Si je devais donner un conseil, c'est de ne pas acheter de matériel au début. Quand moi je me suis lancé, j'ai acheté mon matériel peut-être 6 mois après avoir commencé. En premier, j'ai loué, donc je me servais de l'IT Share, donc c'est pas mal. C'est un peu le Airbnb du matos de photos, vidéos, ciné, où en gros ça te permet de louer du matos à des gens qui s'en servent pas. Ça te permet de tester aussi différentes caméras. Tu sais pas si t'es Sony, si t'es Canon, si t'es Fuji. Moi j'avais loué principalement du Canon. Et quand j'ai acheté, je suis parti sur Canon. On va pas parler de la guerre. Tous les boîtiers sont cool, ils ont chacun leur petit truc. Mais ouais, un conseil, c'est pas acheter, c'est déjà un peu louer pour du coup avoir accès à du matériel haut de gamme et pouvoir fournir des productions à ses clients avec des images haut de gamme, parce que finalement l'image va aussi dépendre un peu du matériel que tu as. Donc si t'as pas les moyens d'acheter du matos, loue-le pour tout de suite rentrer dans de la belle image et tu l'achèteras par la suite. Ensuite, je dirais qu'il faut privilégier vraiment les relations humaines avec les clients, pas jouer de rôle. Vraiment être intègre et savoir dire non à ses clients quand il faut dire non. Moi, je le fais régulièrement. Non, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Non, je veux pas qu'on travaille ensemble. Non, je peux pas me brader. Il faut savoir dire non. C'est une question de crédibilité. Important, c'est pas forcément de parler d'argent. L'argent, c'est des mauvais indicateurs si tu en parles trop vite. C'est déjà, on rentre dans le projet que vous aimeriez faire, on le développe. Et à partir du moment où tu as développé un peu le projet, on chiffre le projet. Ça va avoir plusieurs sens. C'est que déjà, tu auras déjà mis un pied chez le client, tu auras entamé un projet, tu auras déjà mis du temps. Donc ce sera difficile un peu pour le client aussi de revenir en arrière, parce qu'il n'aura pas forcément envie de reperdre le temps, de reperdre la démarche avec une autre personne. Parce que tu auras déjà, en quelque sorte, établi le projet. S'entourer d'autres photographes, s'entourer d'autres vidéastes, et puis de travailler avec un maximum de personnes. Et eux pourront t'apporter du boulot, tu pourras leur apporter du boulot, vous pourrez travailler ensemble. Et puis après, ne pas hésiter à saisir les opportunités. Et quand tu as une opportunité de rencontrer des gens, il faut y aller. Donc hier, on était à la Flamme, on a shooté avec Mathieu, lui en train de sauter à Versailles devant le truc, et du coup, vu qu'il y avait pas mal de guests dont Patrick Bruel, il y a eu un moment où on s'est retrouvés, Mathieu, Patrick et moi, en train de remonter pour du coup rentrer à l'endroit où on se changeait et tout ça. Et du coup, j'étais voir Patrick, je lui dis tiens, ça te dit, on fait une petite photo avec Mathieu et tout ça. Il me dit ah ouais, carrément et tout ça. Et tu vois, d'emblée, je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent Patrick Bruel, méga star, j'y vais pas. Et en fait, c'est aussi une astuce qui est importante, c'est que pour moi, toutes les personnes, qu'elles soient connues ou pas connues, ça reste des humains. On fait tous pipi, on fait tous caca. Et il faut les aborder comme si c'était quelqu'un de normal. Et c'est aussi ce qu'ils apprécient. Donc finalement, le contact est hyper bien passé avec Patrick. Donc on a été sur le lieu pour faire cette photo. On a fait 3-4 rafales. Et on lui a montré. Il était hyper content. Et en fait, stratégiquement, c'était voulu de faire cette photo pour que je puisse me placer. Donc j'ai saisi l'opportunité d'aller voir Patrick, de lui proposer de faire une photo, de lui montrer la photo, pour que de lui-même il se dise ok, c'est trop bien. Et en fait derrière, ce qui s'est passé, c'était le résultat escompté, c'est qu'il est venu me voir, il m'a dit du coup tu fais quoi? Je fais de la photo, de la vidéo. Il dit mais tu travailles avec Mathieu et tout ça? Je dis oui, je travaille avec Mathieu. Donc tu as le photographe vidéaste principal de Mathieu qui est Philippe, et moi je travaille avec Mathieu quand il y a besoin d'une deuxième caméra, d'une autre vision et tout ça. Donc je dis moi je travaille avec Mathieu de temps en temps. Philippe c'est le numéro 1, moi je suis en renfort. Il me dit t'es freelance et tout? Je dis ouais et tout. Il me dit du coup on a besoin régulièrement de freelance, de photographes, de vidéastes. Tu me dis on bosse ensemble. Bien. Et bien on arrive sur un autre conseil, c'est quelque chose je fais toujours, c'est que il me dit tu me fileras ton numéro. Et moi dans la démarche, je donne jamais mon numéro à peu importe quel client. C'est jamais mes clients, mes prospects qui ont mon numéro. C'est toujours moi qui veux avoir le numéro des gens. Parce que si moi demain
je donne mon numéro, c'est le néant. Je sais pas quand le mec va m'appeler. Je maîtrise absolument pas la situation. Et j'aime pas ce mood de savoir, d'être dans l'attente, de savoir si cette personne va m'appeler. Donc il m'a dit, tu me feras ton numéro. Et je lui ai dit, bah écoute, on voit ça après. Il avait des interviews, va faire ça, on voit ça après. Et du coup, juste avant de partir, j'étais voir un des gars de la prod qui bosse avec lui. Je lui ai dit, bah tiens, je vais y aller, file-moi ton numéro, file-moi ton mail, je t'appelle dans la semaine et je t'écris un mail, on voit comment ça se passe. Donc j'ai écrit au gars ce matin, du coup en envoyant la photo que j'avais faite, que j'ai du coup retouchée hier quand je suis rentré parce que j'étais fatigué, mais il fallait que je retouche cette photo. C'est quand même hyper important de se dire, bah il y a moyen de bosser avec Patrick Bruel. Donc voilà, l'idée c'est de garder le contrôle et de jamais donner son numéro, mais plutôt de prendre les numéros pour être au contrôle de la situation. Donc anecdote, on part shooter avec Mathieu, je rencontre Patrick, j'ai leurs coordonnées, et enfin voilà, saisir les opportunités quand elles se présentent. Ouais. Et après voilà, je m'en fous, peu importe la personne que c'est, si ça m'intéresse, je fonce dans le tas, et j'aurais pas le regret de me dire j'ai pas essayé quoi. Et au pire, si on bosse pas là-dessus, je bosserai avec quelqu'un d'autre, mais au moins j'aurais essayé. Ouais, de toute manière, il y a rien à perdre, il n'y a que des choses à gagner. Ouais. Je sais que c'est très courant dans le métier de vidéaste d'avoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Alors au début, tout le monde l'a, ouais. Mais je pense que c'est juste un exercice de s'en détacher. En fait, moi je m'en suis détaché d'une manière un peu spéciale. C'est qu'au début, tu te dis, bah, t'as le syndrome de l'imposteur parce que tu sais pas si le client va vouloir travailler avec toi. Et en fait, moi, je vois les choses différemment. Je l'assimile avec d'autres mots que moi, quand j'ai un client, quand je fais un devis ou quelque chose, il y a une relation qui se noue avec un client, c'est pas moi qui veux travailler avec le client. C'est le client qui veut travailler avec moi. Donc moi, finalement, j'ai rien à vendre. C'est le client qui m'achète. C'est moi qui décide si je travaille oui ou non avec ce client. Et en fait, en transformant ce mental, t'en viens à faire disparaître ce syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, mécaniquement, ton cerveau se met en quelque sorte en position de force et tu te mets en position de est-ce que moi je vais bien vouloir travailler avec ce client? Si je travaille avec cette personne, c'est parce que je l'ai choisi et c'est pas elle qui m'a choisi. Au fil du temps, le syndrome de l'imposteur, il part et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui où voilà, mes clients, je leur dis je sais pas, on verra si on peut travailler ensemble. Et en fait, je fais semblant de me détacher un peu d'eux pour créer un peu cette exclusivité, cette frustration de se dire est-ce qu'il va vouloir travailler avec moi? Et en fait, derrière, c'est hyper simple du coup de faire valider des devis parce que tu crées une espèce de mini-dépendance, une mini-frustration où finalement, quand le client, tu lui envoies un devis, tu lui donnes ton accord pour bosser avec lui et derrière le devis, il le signe. Parce que c'est toi qui es d'accord. Quand tu es arrivé à ce stade-là, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. C'est fini. Merci beaucoup, c'est des bons conseils que je vais moi-même appliquer. C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier? Alors, je pense que c'est pas ma vidéo la plus incroyable que j'ai faite. Parce que avec quelques pays que j'ai fait, j'ai des images qui sont folles d'un petit peu partout. Je crois savoir la réponse. Mais la vidéo dont je suis le plus fier, c'est pour la ville de Fontainebleau. Ah, j'en étais sûr. Quand je suis arrivé à Fontainebleau, Fontainebleau, je le pratiquais déjà depuis un petit moment. Mais quand je m'y suis installé, c'était important pour moi d'apporter quelque chose pour ma ville. Donc on a mis presque 1 an et demi à travailler ensemble sur... de valider le projet, du moins de la vidéo, parce que du coup, quand je suis arrivé, je connaissais personne à la mairie, donc il a fallu que je trouve les contacts. Donc j'ai trouvé les contacts, on s'est vu, on a brainstormé sur des idées, jusqu'au moment où il y a eu, je crois que c'était quoi? C'était les élections de je sais plus quoi, mais bref, chez nous, il y a eu un changement de maire. Et donc la vidéo a été mise en stand-by et quand le nouveau maire est arrivé, du coup, on a pu reprendre le projet. Mais quand du coup la mairie m'a rappelé pour me dire ok go, on y va, on va faire la vidéo, j'étais hyper content parce que pour moi ça avait vraiment du sens d'apporter quelque chose à ma ville, de la sublimer, de faire des belles images, de travailler avec ma ville. C'était vraiment symbolique et très important pour moi. C'est pas ma vidéo la plus folle, la plus incroyable, mais c'est celle qui a le plus de sens pour moi et qui est sentimentalement la plus importante. Je comprends. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de
de pas être en forme sur un tournage ou de le bâcler ou alors d'annuler un tournage? Est-ce que tu as déjà eu des... Alors ça c'est une bonne question. Est-ce que j'ai déjà annulé un tournage? Il me semble pas. Il me semble pas avoir annulé de tournage, parce qu'en général quand je m'engage, même si je veux pas y aller, j'y vais quand même, parce que je me suis engagé, donc j'y vais. Quand j'ai pas envie de faire un tournage, quelque chose qui m'intéresse pas, c'est le seul moment où je vais changer mes prix, c'est que je vais surchiffrer pour me dire ok, si ça passe, il faut que ce soit pour une bonne raison, et autant faire un chiffrage assez gros et autant gagner bien. Ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui vont te voir travailler, qui vont voir tes images, et du coup c'est hyper important de refléter une bonne image, donc, et d'être en forme, d'être hyper jovial, d'être hyper avenant, d'être hyper dans le partage. Donc non, j'ai jamais eu de truc où j'ai bâclé. Tant mieux pour toi. Est-ce que... bon, ça c'est le pire, je pense. C'est notre plus grande peur, nous tous, nous, vidéastes. Est-ce que tu as déjà perdu des rushs? Ou supprimé? Sans faire exprès, évidemment. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'était un tournage à Arcachon pour Sebago, où je rentre, je vide mes cartes, et là, la nana de chez Sebago, Nadine, me dit bah tiens, il y a Sebago US qui veut des photos de la journée, donc est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Pas de souci, je vais sur mon ordi, et là je vois le dossier photo vide. Ça m'angoisse. Attends, je viens de tout décharger, et je viens de aussi formater mes cartes. Et du coup, je vois pas les photos dans le dossier, je me rappelle d'avoir formaté ma carte. Et j'étais là, ok, Restons calmes. restons calmes, il faut que j'envoie des photos. Donc je vais sur internet, je cherche un logiciel, un truc, mode Google, récupérer fichier après formatage carte. Par le plus grand des hasards, je tombe sur un logiciel, sur un site. Le site un peu vieillot, t'as pas confiance, ils te vendent le logiciel genre 90 balles. Et là tu te dis de toute façon j'ai pas le choix. Donc je télécharge. Donc je télécharge le logiciel et j'essaye. Miracle, ça marche. Et en fait je mets ma carte. Et là je récupère genre 1 an et demi de données sur ma carte SD qui a été formatée, sur reformatée, sur réécrit, sur réécrit. Je récupère les fichiers et j'envoie les photos. Et, incroyable. Et voilà. Et faut que tu nous donnes le nom de ce site. c'est Easy Hubs ou un truc comme ça, mais je vous le filerai après. Ouais. Donc ça, ouais. Puis là, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps avec Mathieu. Du coup, on a tourné au Plaza. On a eu une session du coup au Plaza Athénée. On a tourné avec plein d'athlètes pour les JO. Et il y a eu un tournage où je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu les rushs. Et donc on tournait dans la suite Christian Dior avec les gymnastes de l'équipe de France. Tournage de ouf. Et donc je lui envoie les rushs quand je rentre chez moi avec un lien. Et là, tous les tournages qu'on a eu, ça me prend quand même beaucoup de place. Les disques durs, c'est une catastrophe pour tout le monde, je pense. Et du coup, je sais pas pourquoi, il me demande. Donc je lui envoie les rushs par Smash. Et après, je pense que j'ai pas stocké les images. Et en fait, je sais pas s'ils les ont téléchargées. Et 2-3 mois après, il me demande est-ce que tu peux m'envoyer les images des gymnastes? Donc là, j'ai fait tous mes disques durs. Et j'ai pas trouvé les images. Et après, voilà, il y avait plusieurs caméras. Donc, il y avait la caméra de Phil qui était le vidéaste principal où ils avaient toutes leurs images. Et toutes mes images à moi, avec mon objectif, on les a pas retrouvées. Donc, c'était pas trop grave parce qu'ils avaient d'autres images. J'ai quand même essayé de rechercher sur mes cartes en réutilisant le logiciel. Ouais. Et pour le coup, il y a eu trop de formatage et je les ai pas retrouvés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter, de tout lâcher? Non. C'est bon. Non, je vais encore plus. Encore plus, où là j'essaie vraiment en ce moment d'aller encore plus loin. Et là, mon objectif, c'est faire que de la vidéo de voyage. Donc j'ai décroché il y a pas très longtemps une vidéo avec une société qui fait des séminaires pour les entreprises à l'étranger. Donc on est parti au Panama ensemble et au Portugal. Finalement, du coup, il y a une agence de voyage qui était notre agence réceptive pour le séminaire au Panama, qui était très contente des images que j'ai faites. Donc ils m'ont dit est-ce qu'on peut travailler ensemble? Du coup, ouais, pourquoi pas. Enfin, le voyage, c'est exactement ce que je vais faire. Donc du coup, j'ai fait un call il y a pas très longtemps avec le patron de cette boîte. Donc là, on est en train de parler de faire des images en Colombie et au Venezuela. À côté, moi, je fais mes propres projets. Donc là,
prochaine vidéo que je vais faire, c'est pour le plaisir, je pars à Bali. C'est la 3e fois. Et là, le projet qui va être absolument ouf, c'est que sur un coup de tête, j'ai réservé des billets pour la Norvège, pour ma femme et moi. Et donc on va dans les Lofoten et il y a un animal que j'admire plus que tout au monde, c'est les orques. Et du coup on va plonger avec les orques pour aller shooter les orques. Donc j'arrive un peu à ce que je veux faire, c'est voyager pour faire de l'image. Et au-delà même de voyager, vivre des expériences. Et du coup je pense que nager avec des orques, c'est un peu pour moi l'expérience ultime. Et je remercie la photo et la vidéo de pouvoir m'amener là et de pouvoir vivre ça. Tu m'étonnes, t'es en train de vivre un rêve incroyable. Complètement. C'est génial, je suis très, très heureuse pour toi. J'aimerais maintenant te parler du Salon de la Photo. C'est là où on s'est d'ailleurs connus, au Salon de la Photo 2023. Ouais. Tu étais sur le stand des ateliers des créateurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, ça s'est fait un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai rencontré Olivier il y a 1 an et demi, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour un making-of sur un tournage. Finalement, on a hyper bien sympathisé tout ça. Il a vu que j'avais quelques compétences en commerce. Et du coup, quand lui a eu l'info qu'il aurait un stand du coup sur le salon de la photo et qu'il lançait l'Académie des créateurs, il m'a demandé du coup si je pouvais venir lui filer un coup de main. Sur la partie préparation, j'ai pas vu beaucoup de choses, si ce n'est tous les visuels qu'il avait fait, comment le stand était organisé, mais après tous les échanges avec le salon, j'ai rien vu. Après c'était hyper cool. La preuve, on est là humainement, c'est genre nous, c'est ce qui nous a marqué avec Ed. On a rencontré plein de gens, on a parlé avec plein de monde, c'était hyper cool. Et je pense que le salon de la photo, c'est ça, c'est rencontrer plein de passionnés, de personnes qui ont les mêmes passions que vous, la photo, la vidéo, et de parler de ce que vous aimez, de rencontrer des gens avec qui tu peux travailler. Moi, le salon de la photo, j'y suis allé la première année pour prendre un peu la température de ce que ça pouvait être et de ce que je pourrais en faire. La 2e année, j'y suis allé donc pour aider Olivier, et l'objectif était aussi de trouver des partenaires. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler avec Think Tank, qui est la marque qui m'accompagne toute l'année pour les sacs, la bagagerie, tout ça, pour le matériel photo. Et l'AOA, donc les objectifs. L'objectif que j'ai ramené tout à l'heure, là, qui est là, sur lequel je vais travailler une série de photos. Donc je travaille aussi du coup avec l'AOA qui me fournit tous les objectifs quand j'ai besoin d'objectifs un peu spécifiques, un peu ciné, pour du coup faire des belles images. Mais là, cette année, l'objectif, ça va être d'aller chasser Canon et de rentrer chez Canon pour avoir un peu de sponsoring, parce que le matos, j'en ai marre, ça coûte une blinde. Je pense avoir un peu de recul maintenant. Je vais dans des beaux endroits, je tourne avec des bonnes personnes. Il y a moyen de leur donner un peu de visuel. Et l'idée, ce serait de partager un peu avec eux, eux, leur matos, et moi, mes images. Un échange de bons procédés, quoi. Exact. Dans les lieux où je vais tourner, et les personnes avec qui je travaille, c'est pas déconnant non plus. Et j'accède un peu. Je vais là où j'ai envie d'aller, j'y vais. Et là, mon objectif, ma cible en ce moment, elle est sur Canon. Donc, au salon de la photo, c'est eux que je vais aller voir, et voilà. Trop bien. C'est quoi tes projets en ce moment ? Est-ce qu'il y a un projet dont tu peux nous parler pour la suite Là, en ce moment, je bosse pas mal du coup avec Mathieu. Donc là, on a terminé le Plaza Athénée pour ce qu'il avait à faire. Donc c'était vidéo et tirage d'art pour le Plaza. Là, j'ai mes clients où je fais quelques prods pubs pour eux, donc c'est pas des trucs de ouf, mais c'est des trucs, on va dire, alimentaires. Et là, après, j'ai des voyages qui vont être prévus, Colombie, Venezuela, qui sont en discussion. Donc ça, on en saura un peu plus en septembre. Et après, je sais que Mathieu a d'autres choses à venir qui vont être des trucs de psychopathe, qui vont être ouf, et que je peux pas dire parce qu'on en a parlé hier. Ouais, il y a plein de trucs qui arrivent qui sont ouf, des voyages, des personnalités, des lieux. Le meilleur reste à venir. Ouais, complètement. Et enfin, dernière question avant de clôturer ce podcast avec toi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi ? C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut pas se dévaloriser, qu'il faut pas se vendre comme du H&M et qu'il faut se vendre comme du Hermès. Et ça, c'est une question qu'il faut c'est une phrase qu'il faut se dire tous les jours, qu'il faut se dire dans le miroir. Je veux pas me vendre comme du H&M, je veux pas faire du H&M. Je suis du Hermès, et je vais me vendre comme du Hermès. Et en fait, ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Et quand ma copine Laetitia m'avait dit ça, ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Super.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour ce temps passé avec nous. Avec plaisir, c'était cool. Merci à vous, chers auditeurs, et puis à bientôt. Ciao.